Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission conçue par LG Consultant et le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Elle est produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Condutte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 91e émission de Et si on parlait de sport avec Laurent Garnier. Nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires LG Consultant et Semper Connect qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 91e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Germain Riberpré, directeur sportif de l'équipe de division nationale du GSC Blagnac Vélo Sport 31, entraîneur à la structure d'entraînement et de formation du club basé au Crêpes de Toulouse, membre de l'équipe technique régionale du comité d'Occitanie, sélectionneur et entraîneur des équipes d'Occitanie cyclisme sur piste, Jonathan Le Breton, membre du GSC Blagnac Vélo Sport 31, coureur cycliste venant de la Réunion, médaillé de bronze au championnat de France sur piste élite 2024 avec la sélection Occitanie, poursuite par équipe. Michel Rollin, secrétaire général du GSC Blagnac Vélo Sport 31, Guillaume Abran, responsable ski nordique au centre d'entraînement de Font-Romeu, Jean-François Imbernon, ancienne deuxième ligne de l'USAP et de l'équipe de France de rugby à 15, Henri Broncan, ancien entraîneur et manager de nombreux clubs de rugby français, et Bernard Pujol, vice-président du GDOS 31. Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. En première mi-temps, nous mettons à l'honneur le cyclisme avec un événement du calendrier amateur français, la 19e édition du Grand Prix de Sainte-Gabelle qui se tiendra les 22 et 23 mars prochains. Cette course inscrite au calendrier de la Coupe de France N2 promet un spectacle intense avec les meilleures équipes nationales 2 en quête de victoires sur les routes exigeantes de Sainte-Gabelle. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Germain Riberpré, Jonathan Le Breton et Michel Rollin du GSC Blagnac Vélo Sport 31, club organisateur de l'épreuve. Avec eux, nous reviendrons sur les enjeux de cette 19e édition, le parcours, les favoris et tout ce qui fait de cette course un rendez-vous majeur du cyclisme amateur. Et en deuxième mi-temps, nous avons le plaisir de revenir sur les incroyables performances de l'équipe de France de biathlon lors des derniers championnats du monde à Lezenderg. Avec 13 médailles, dont 6 en or, la France a survolé les mondiaux, s'imposant une nouvelle fois comme la nation leader dans cette discipline. Julia Simon, Quentin Fillon-Maillet et la relève prometteuse telle qu'Éric Perrault ont brillé sur la neige suisse et ont signé un véritable exploit. Une réussite collective qui annonce de belles perspectives pour les Jeux Olympiques de 2026. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Guillaume Abran, responsable ski nordique au centre d'entraînement de Font-Romeu, un acteur clé dans la préparation des athlètes français. Nous évoquerons avec lui les raisons de ce succès, l'organisation du biathlon en France et bien sûr les projets en vue des Jeux Olympiques. Alors restez à l'écoute, une émission passionnante en perspective. Mais avant le coup d'envoi de cette 91e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant-match? Et oui, place aux principaux résultats sportifs de la semaine. On va commencer avec toi, Laurent, et tu vas nous parler d'athlétisme, notamment avec les championnats d'Europe. Oui, championnat d'Europe en salle à Apeldoorn en Pays-Bas. Et une fois n'est pas coutume, un bilan positif de l'équipe de France avec 8 médailles, dont une en or, soit le meilleur bilan depuis 2013. Donc on a une championne d'Europe aux 1500 mètres chez les femmes, Agathe Guillemot, qui s'est imposée en 4 minutes 07 secondes et 23 centièmes devant la Portugaise Salomé Alfonso et la Britannique Rivi Walcott-Nolan. Aux 1500 mètres aussi, nous avions Azzedine Abs qui est médaillée d'argent sur le 1500 mètres. Aux 60 mètres et hommes, ce sont Willem Bellotian et Juste Kaou Maté, respectivement médaille d'argent et de bronze. À la perche féminine, Marie-Julie Bonin a remporté sa première médaille internationale en senior, en bronze, avec une barre de 4,70 m à 10 cm de la marque qui a valu à la Suissesse Angelika Moser le titre européen. Il y avait du 400 mètres hommes aussi avec Jimmy Soudril qui a décroché le bronze à 4 centièmes du record de France. En 800 mètres, pour sa première sélection d'équipe de France, Clara Lieberman a décroché dimanche la médaille d'argent. Et enfin, aux 3000 mètres hommes, Azzedine Abs, médaillé de bronze, 3e derrière le maître du demi-fond, Jacob Ingebrigtsen. Passons au badminton avec les Masters d'Orléans. Alex Lanier a dominé le Taïwanais Lin Chunhyet en 2-7, 21-13, 21-18 en finale et devient le premier Français à l'emporter à Orléans depuis Thomas Junior Popov. Immense victoire. Il y avait du tennis aussi avec le début de ce Masters 1000 d'Indian Wells. Je sais que c'est difficile pour les Français, ça se passait aux États-Unis. Et à l'issue de la première semaine, sur 10 Français engagés, seuls Giovanni Mepecci Pericard, Hugo Humbert, Arthur Fils et Gaël Monfils ont pu s'extraire du second tour. Par contre, côté femmes, Varvara Kracheva et Caroline Garcia ont été, elles, éliminées au deuxième tour. Quelques mots d'escrime avec la Coupe du Monde à Padoue en Italie. Jean-Philippe Patry s'est imposé vendredi dernier. Une première pour le sabreur français, médaillé de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Paris
Paris cet été, les sabres français ont remporté le tournoi par équipe de l'épreuve. On passe au biathlon et on en parlera encore tout à l'heure avec notre invité, mais en la Coupe du Monde, suite au championnat du monde qui se passait, elle, à Nové Mesto en République tchèque. Au sprint, après les mondiaux ratés, Émilien Jacquelin rebondit de la plus belle des manières en remportant le sprint vendredi grâce à un excellent tir. Le Français devance l'Italien Tommaso Giacomel. Côté français, Éric Perrault a pris la 4e place et Quentin Fillon-Maillet la 7e. Sprint chez les femmes, la Norvégienne Ingrid Tendrevold s'est adjugée vendredi le sprint devant les Françaises Justine Brézé-Boucher, 2e, Julia Simon, 3e et Lou Jean Monod, 4e. Poursuite homme, le Suédois Sébastien Samuelsson a remporté samedi l'épreuve devant l'Italien Tommaso Giacomel et le Norvégien Johannes Bö. Quentin Fillon-Maillet, lui, termine 4e et premier français. Toujours en poursuite, mais chez les femmes, Julia Simon, elle, s'est imposée samedi devant la Suédoise Anna Hudberg et Océane Michelon en tête jusqu'au dernier tir, Lou Jean Monod prend la 4e place. Et enfin, l'exploit du week-end pour nos 2 relais, hommes et femmes. Pour les hommes, au bout d'un duel époustouflant avec la Norvège, l'équipe de France a remporté dimanche le dernier relais masculin de la saison en Coupe du Monde. Avec cette nouvelle victoire, les Français réalisent un 5/5 inédit dans la discipline et s'adjugent le petit globe de cristal avec la manière. Idem chez les femmes, au terme d'un récital collectif, l'équipe de France a remporté dimanche son premier relais de la saison. En perdition, la Suède n'a terminé que 6e. Conséquence directe de cette contre-performance, les Scandinaves cèdent la première place au classement général de la discipline aux Bleus qui s'adjugent elle aussi le petit globe de cristal. C'est un exploit, Pauline. Oui, passons désormais au snowboard femmes avec la Coupe du Monde de snowboard cross. À Gudori en Géorgie, l'équipe de France a signé un doublé samedi. Julia Pereira de Souza, vice-championne olympique en 2018, a remporté la première course de snowboard cross devant sa compatriote Léa Casta. Et chez les hommes, le français Julien Thomas a remporté sa première Coupe du Monde dimanche dernier. Il y avait aussi du parasnowboard avec les mondiaux à Erzurum en Turquie. C'est la française Cécile Hernandez qui a décroché jeudi la médaille de bronze lors de l'épreuve de bank slalom. Passons au ski alpinisme avec les mondiaux à Morgin en Suisse. L'équipe de France repart de Morgin et de ses mondiaux avec pas moins de 10 podiums sur 18 possibles. En vertical race, Axel Gachet-Mollaret est sacré champion du monde. C'est sa 3e couronne consécutive. Sacré lundi en relais mixte, les Français Emilia Ropp et Thibaut Anselmet ont tous les deux décroché l'argent jeudi lors du sprint. En course individuelle, les Françaises Axel Gachet-Mollaret et Emilia Ropp ont signé vendredi dernier une place sur le podium respectivement médaille d'argent et de bronze. Chez les hommes, Xavier Gachet accroche le bronze. Et dans l'épreuve par équipe, dans la course masculine, la victoire est revenue au duo Xavier Gachet et William Bombardion devant les Suisses Rémi Bonnet et Aurélien Guay. Ils ont été suivis de très près par la paire tricolore Samuel Eki et Matteo Jacquemou qui ont arraché le bronze. Il y avait aussi pour du paraski de fond avec des mondiaux à Trondheim en Norvège. 2 Français sur le podium mercredi. Karl Tabouret est devenu champion du monde du sprint classique et le multimédaillé Benjamin Daviette termine lui à la 3e place. Quelques mots de ski de fond homme avec les mondiaux de Trondheim en Norvège. Parlons du 10 km classique. Johannes Klebe a remporté mardi le 10 km classique. C'est le 3e titre de suite pour le Norvégien, déjà vainqueur du sprint et du skiathlon en fin de semaine dernière. En ce qui concerne la team sprint homme avec la paire Eric Valne et Johannes Klebe, la Norvège a dominé mercredi le team sprint. L'équipe de France de Jules Chapaz et Richard Jouve se contente de la 5e place. En team sprint femme, les Suédoises Jonna Sundling, championne du monde de sprint il y a quelques jours, et Madja Dalkvich ont dominé mercredi le team sprint féminin. Plus loin, les Françaises Melissa Gall et Lena Kenting ont pris la 9e place. En relais masculin ultra favorite, la Norvège a remporté jeudi dernier son 13e titre de suite sur le relais masculin devant la Suisse et la Suède. La France se classe à la 4e place. Et en relais féminin, la Suède s'est imposée vendredi devant la Norvège. C'est l'Allemagne qui complète le podium. Et enfin, en ce qui concerne le 50 km libre, le Norvégien Johannes Klebe, vainqueur du 50 km libre, réussissant l'exploit inédit de s'imposer sur toutes les épreuves de ces championnats du monde, soit un total de 6 médailles d'or. Énorme, un gros exploit. On passe du ski de fond au ski alpin avec la Coupe du Monde qui avait lieu à Kvitfjell en Norvège. Il y avait 2 étapes, 2 descentes. Une première descente le vendredi, l'Italien Dominique Paris a remporté la première descente du week-end, devançant les Suisses Marco Odermatt et Stéphane Rogentin. Le meilleur français est Neil Allègre qui est 8e. 2e descente du week-end, nouvelle démonstration de force à nouveau des Suisses samedi avec Franjo von Halem qui a remporté cette 2e descente en devançant ses compatriotes Marco Odermatt et Stéphane Rogentin. Maxence Musaton a été
le français le plus performant avec une 15e place, juste devant Neil Allègre, 16e. Il y avait aussi une épreuve de Super G. L'Italien Dominique Paris s'est imposé dimanche devant le Canadien James Crawford et le Slovène Mia Okbra. Assuré d'empocher le globe de la spécialité, Marco Odermatt a terminé lui 4e. Du côté des Français, Nick Allègre a intégré le top 10 en prenant la 9e place. Il y avait aussi un championnat du monde junior à Tarvisio en Italie et c'est un Français, le jeune Flavio Vitale de 19 ans qui est devenu mardi champion du monde junior de géant. Toujours en ski alpin, mais cette fois chez les femmes, toujours en Coupe du Monde à Arrée en Suède. Parlons du géant avec l'italienne Federica Brignone qui a remporté le géant avec 1 minute 36 d'avance sur la néo-zélandaise Alice Robinson et l'albanaise Lara Colturi. En slalom, Katharina Trupp s'est adjugée le slalom dimanche dernier. L'Autrichienne a devancé sur le fil sa compatriote Katharina Liensberger. L'américaine Michaela Schifrin n'a terminé que 3e. Il y avait du hockey sur glace aussi ce week-end avec les championnats de France Division 2 et donc le tour numéro 1, le match 2. Victoire de Toulouse-Blagnac devant Orléans 7-2 et de Montpellier face à Luxembourg 11-6. En basket femme, cette fois, parlant de l'Eurocoupe, Villeneuve d'Ascq s'est imposé à Sopron 66-73 jeudi dernier en demi-finale allée de l'Eurocoupe. L'Asvel de son côté s'est lourdement incliné 93-62 à l'extérieur face au club espagnol de Ferrol jeudi dernier. Basket homme, cette fois-ci Euroleague, Paris s'est incliné lundi à domicile contre Fenerbahçe 83-87 pour le compte de la 17e journée qui elle aurait dû avoir lieu le 19 décembre. Mercredi soir, Monaco par contre a largement dominé le Paris Basketball 91-79 dans un choc de la 28e journée d'Euroleague. L'Asvel de son côté opposé au Maccabi Tel Aviv vendredi a encaissé une nouvelle défaite de 95 contre 102. Il y avait aussi de la Ligue des Champions, 3e journée, Nanterre s'est imposé chez les Tchèques de Nürnberg 90-86 mardi. Et de la Nationale 1 aussi, en phase 2, Charleville-Mézières a battu le Stade Toulousain Basketball 88-84. Passons au handball homme avec la Ligue des Champions. Nantes a été rattrapé par Aalborg pour le dernier match de la phase de groupe 29 partout. Ils rencontreront les Polonais de Plock en 8e de finale. Malgré son large succès à Bitola contre Pellister 35-26, le Paris Saint-Germain sera contraint de passer par les 8e de finale face aux Hongrois de Szeged. En Ligue européenne, les 3 clubs français engagés en Ligue européenne C2 se sont tous imposés mardi 4 mars pour conclure en beauté le tour principal. Les Montpelliérains se sont bien imposés chez les Suisses de Kriens-Lucerne 31-32. Les Toulousains se sont eux imposés sur le parquet de Tatabánya 33-31. Limoges est quant à lui venu à bout des Suédois d'Istad 31-30. En Liqui Moly Star League pour le compte de la 19e journée, Limoges s'est incliné face à Montpellier 27-37 vendredi. Toulouse l'a emporté à domicile devant Chartres 31-30. On passe au handball avec les femmes. Match amical de l'équipe de France qui a confirmé son bon début de saison en 2025 avec une seconde victoire en amical face à l'Allemagne samedi à Besançon 30-29 après celle obtenue jeudi à Trèves 28-25. Passons au volley féminin avec la Coupe de France et les demi-finales. Mardi, Nantes et Mulhouse ont validé leur ticket pour la demi-finale en disposant respectivement du pays d'Aix-Venelle 3-1 et de Quimper 3-2, offrant donc un remake de l'édition 2024 pour le titre. Et en Liga féminine Sapporo Power 6, 24e journée, Béziers, vainqueur de Cannes 3-1. On continue avec le volley mais masculin cette fois-ci avec la Coupe de France, demi-finale, Montpellier face à Chaumont 3-0 et Tourcoing contre Toulouse 3-2 ont emporté leur demi-finale de Coupe de France. Ils ont rendez-vous le 29 mars à Chartres pour la finale. Il y avait de la Marmara Spat League 24e journée, large victoire de Montpellier à Poitiers 3-0, Tourcoing a battu Toulouse 3-0, Cannes s'est incliné au tie-break face à 7-2-3 et Nice est allé s'imposer sur le parquet de Narbonne 3-2. Passons au football féminin avec la Coupe de France. Le Paris FC est de retour en finale. Le club de la capitale s'est qualifié en s'imposant au Havre 1-2 vendredi dernier. Le PSG s'est imposé samedi contre une vaillante équipe de Saint-Etienne 2-1. Les Parisiennes rejoignent leur rival du Paris FC en finale de l'épreuve. En football toujours, mais chez les hommes, avec la Ligue des Champions, 8e de finale, menée à la mi-temps, Lille a su garder son calme pour égaliser en seconde période mardi à Dortmund. Son match nul 1-1 lui laisse toutes ses chances de qualification. Après avoir longtemps buté sur un Alisson, le gardien de but en état de grâce, le Paris Saint-Germain a concédé une défaite très cruelle sur le premier tir cadré de Liverpool à la 87e minute, 0-1. Il y avait de la Ligue aussi Europa avec Lyon qui a souffert jeudi en 8e de finale allée de la Ligue des Europa avant de l'emporter face aux Roumains du Steaua Bucarest 3-1. Les Lyonnais ont fait un grand pas vers les quarts de finale. En Ligue 1, 24e journée, loin d'être brillant, Monaco a été puni dans le temps additionnel vendredi à Toulouse, 1-1, et Lille enfonce Montpellier 1-0. Du ballon rond au ballon ovale avec le rugby à 15, le tournoi destination. Le 15 de France a réussi un véritable exploit samedi à Dublin. Les Bleus se sont imposés avec le bonus offensif contre l'Irlande 42-27, malgré la sortie sur blessure d'Antoine Dupont. Prochain adversaire
leader du 15 de France, l'Écosse, qui s'est imposée contre le Pays de Galles 35-29. Malgré une première mi-temps poussive, l'Angleterre a réussi à battre l'Italie avec le bonus offensif 47-24 dimanche à Twickenham. Et toujours en rugby à 15, parlons de la 23e journée de Pro D2, longtemps dominée par Colomiers vendredi. Provence Rugby s'est imposé à domicile 24-23. Béziers a dominé Nevers 27-13 et Oyonnax a écrasé Montauban 39-7. Du 15, on saute au 13 avec la Super League, première victoire de la saison pour les Dragons catalans en face aux terribles Rhinos de Leeds, 11-0 à Perpignan. Il y avait aussi Toulouse Olympique 13 qui décroche une 4e victoire face au Bradford Pulse 52-14. Passons à la voile avec le Vendée Globe et où Fabrice Amedeo a bouclé son 2e tour du monde à la voile sans escale à la 32e place après 114 jours, 1h58 en mer. Denis Van Venberg est finalement arrivé samedi matin au Sable d'Olonne, bouclant le Vendée Globe 24 heures après la fin officielle de la course. Le navigateur belge ne devrait pas être classé, laissant la dernière place officielle à Fabrice Amedeo, arrivé mardi dernier. Et pour conclure tous ces résultats de l'automobile, il y avait la fameuse course des champions à Sydney en Australie, et c'est notre Sébastien Loeb et Victor Martins qui ont permis à la France de remporter la Race Championship Nation par équipe disputée vendredi dans le stade olympique de Sydney. C'est la première fois depuis 2004 et la 3e depuis le lancement de ce format en 2000. Sébastien Loeb, déjà vainqueur la veille de la Race Championship Nation par équipe, s'est imposé également le samedi en individuel en finale face au pilote de supercar, l'Australien Chad Mosters. C'est la 5e fois que le non-nuple champion du monde WRC remporte la Race of Champions. Merci pour ces résultats. Place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Germain Riberpré, Jonathan Le Breton et Michel Rollin. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et oui, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, et nous sommes ravis d'accueillir Germain Riberpré, qui est directeur sportif de l'équipe division nationale du GSC Blagnac Vélosport 31. Bonjour. Bonjour à vous. Et on a aussi avec nous Jonathan Le Breton, qui lui est coureur cycliste, qui nous arrive de la Réunion depuis quelques années maintenant, qui est lui membre aussi du club Blagnac Vélosport 31. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi le secrétaire général qui est avec nous, qui les a accompagnés, Michel Rollin, le secrétaire général de Blagnac Vélosport. Bonjour Michel aussi. Alors, tous les deux, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, on va vous demander quand même de vous présenter quelques mots, dire qui vous êtes et ce que vous faites un petit peu dans le cadre de ce club. On va commencer par le directeur sportif de l'équipe, Germain. Donc bonjour à vous, voilà, comme vous l'avez dit, moi c'est Germain Riberpré, je suis directeur sportif du GSC Blagnac Vélosport 31 de l'équipe nationale 2 et je suis également entraîneur de la structure du CEF du GSC Blagnac qui est basé au Krebs de Toulouse. Voilà, et puis on travaille aussi avec Antonin Iragne qui est le second entraîneur où on s'occupe également des juniors du club et des cadets. Le vélo chez toi, ça fait pas mal d'années, c'est tombé dedans tout petit J'étais plus jeune, j'étais au Krebs de Toulouse moi aussi à 18 ans et voyant que je pouvais pas passer professionnel, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et à 19 ans j'ai été entraîneur de la structure du Pôle Espoir de Toulouse qui était aussi basé au Krebs, voilà. Il y a quelques années de ça, c'était en 2000. Et puis je me suis retrouvé au GSC Blagnac en 2018 avec plein de projets et d'idées en tête pour aider le club et continuer à développer ce qui se faisait dans ce club. Mais bon, on va parler dans quelques instants. On va demander à Jonathan de se présenter. Jonathan Le Breton. Moi c'est Jonathan, j'ai 19 ans, je viens de La Réunion et je fais du vélo depuis maintenant 4 ans et je suis au Krebs depuis 3 ans. Et la passion, elle est venue comment là-bas sur La Réunion à force de courir À force de courir, ouais. Et aussi j'avais toujours envie de venir en métropole vu que c'est là où tout se passe pour le vélo et La Réunion c'est tout petit donc pour progresser encore plus fallait venir en métropole. Ouais, du Tour de la Réunion à la Tour de France, c'est pas tout à fait les mêmes courses. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, on est content de vous avoir avec nous. On va parler un petit peu maintenant de ce Grand Prix qui va avoir lieu prochainement, le 22 et 23 mars prochain. Il va y avoir la 19e édition du Grand Prix cycliste de Sainte-Gabelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques lignes, Germain ? Donc oui, le Grand Prix de Sainte-Gabelle existe depuis 19 ans, je crois, maintenant. Avant, c'était le Grand Prix national d'ouverture, donc ça ouvrait la saison pour les cadets et les minimes. Depuis, ça a changé au niveau règlement fédération, mais le Grand Prix de Sainte-Gabelle continue d'exister. Cette année, on a une belle version puisqu'on a en tout 4 épreuves. Voilà, tout le week-end, samedi et dimanche. Donc on a des épreuves pour les petits, les minimes, les cadets, les juniors, mais aussi les élites. Alors justement, on parle du programme. Quel programme vous réservez exactement quand on dit tout ça ? Comment ça va s'orchestrer pendant le week-end ? Donc le samedi matin, on aura des épreuves contre la montre. Voilà, c'est une épreuve qui est assez unique en France et il y a peu de clubs qui l'organisent. Donc ça va permettre aux jeunes minimes, donc 14-15 ans et les cadets
qui suivent de faire un contre-la-montre sur le petit tour du circuit de San Gabel qui fait 9 km, voilà, épreuve chronométrée individuelle. Il y aura également un contre-la-montre pour les juniors le samedi matin où là c'est sur une épreuve fédérale junior, donc il y aura tous les meilleurs juniors nationaux présents sur cette course. Le samedi après-midi on aura la course en ligne des juniors, voilà, avec un tour, il y aura 2 grandes boucles il y aura un grand circuit et un petit circuit. Et le dimanche matin, des épreuves pour les jeunes minimes, voilà, 3 tours de circuit, les cadets 5 tours de circuit. Et l'après-midi, ça sera la première pour le club puisqu'on organise une Coupe de France Nationale 2 qui réunit les meilleurs clubs de division nationale au niveau français. Et ça sera une compétition qui sera assez intense et spectaculaire. C'est réservé aux amateurs là, il n'y a pas de professionnels. Tout est réservé pour les amateurs, voilà. Et donc on peut venir assister, on peut venir voir comment ça se passe exactement. C'est l'avantage du cyclisme, c'est que c'est gratuit. Voilà, donc n'importe qui peut venir sur les courses de vélo. Vous venez sur San Gabel le samedi ou le dimanche et vous verrez du spectacle, les courses. Voilà, vous êtes sur le bord de la route, vous voyez un peu ce qui se passe, vous voyez les coureurs, vous voyez tout ce qui se passe d'une vraie course cycliste. Et c'est intéressant puisque ça permet de voir au niveau que ça soit chez les petits ou chez les plus grands. Les plus grands, c'est comme une course professionnelle. Hein. Il y aura des voitures suiveuses, il y aura des tactiques de course, il y aura des zones de ravitaillement, il y aura des meilleurs grimpeurs, des sprinteurs qui seront référencés sur le parcours. Donc voilà, c'est une course pour les amateurs, mais qui est tournée voilà, comme les professionnels, sur le même système, avec des arbitrages, etc. Enfin, une vraie course à voir. Le contre-la-montre, c'est particulier comme course. C'est pas forcément évident. On connaît chez les professionnels le chrono des herbiers qui est bien connu. Mais c'est vrai que c'est quand même un exercice particulier. Ah bah là, on se retrouve tout seul face au temps. Voilà, l'avantage du vélo quand on court en peloton, c'est qu'on peut avoir des avantages avec le peloton, les équipes, etc. Là, en contre-la-montre, on est seul face au temps. Et le but, c'est de réaliser le meilleur temps, de bien gérer aussi son effort, puisqu'on est sur 9 km 500 avec une belle bosse dès le départ. Donc, en termes de gestion d'effort, c'est une technique qui est vraiment particulière. Et puis nous on le fait pour les jeunes à partir de 13-14 ans, les minimes, ce qui leur permet déjà de découvrir la discipline et de continuer à les former sur le tard, puisque voilà, on sait que dans les courses amateurs ou plus tard ceux qui passent professionnels, c'est des épreuves importantes, les contre-la-montre, puisque souvent ça peut faire, quand on joue en classement général, c'est souvent le contre-la-montre qui peut faire partie pour gagner une belle course. Et là on se cache pas, il y a personne devant, on est obligé d'y aller tout seul, et moralement c'est aussi un travail psychologique, j'imagine. Ah, faut travailler, oui, c'est bien connaître son parcours, c'est mentalement, il faut savoir se faire mal aussi, puisque là on est seul, comme je vous l'ai dit, face à soi-même, et puis c'est de réaliser le meilleur temps, donc c'est une gestion, c'est se faire mal mentalement, c'est bien connaître le parcours, et c'est vraiment une épreuve qui est intéressante et techniquement qui est bien aussi pour les jeunes. Justement, en parlant de jeunes, toi Jonathan, comment est-ce que tu prépares cet événement et quelles sont tes ambitions pour cette course ? Je m'entraîne presque tous les jours, et pour cette course on aura une sélection du club, du coup je sais pas encore si je ferai partie de la sélection, et voilà, je m'entraîne 6 fois par semaine, assez intensif, et voilà. Et en quoi consistent tes entraînements ? Ça dépend, on a des intensités, généralement 2 ou 3 fois par semaine. Et le week-end, c'est souvent des sorties longues avec le mercredi aussi. Et alors tu as dit tout à l'heure, tu es originaire de La Réunion et tu as intégré il y a déjà quelques années le GSC Blagnac Vélo Sport 31. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Passer professionnel, et si j'y arrive pas, faire de ma passion, mon métier. Travailler, je sais pas, dans un magasin de vélo ou quelque chose comme ça. Et rester dans le cyclisme ? Ouais, voilà, c'est ça. Ou dans le sport en général. Et on va faire un retour sur les courses de ce week-end. Quels sont les profils de parcours prévus pour ces épreuves ? Donc San Gabel, le profil est quand même pour les grimpeurs, puisque que ce soit les catégories des minimes, donc c'est 3 tours d'un petit circuit, et sur ce circuit on a quand même une belle bosse, voilà, à prendre dès le départ, et après il y en a 2-3 km de faux plat montant et une petite descente, donc c'est vraiment un profil qui est typique grimpeur. Idem pour les cadets, puisqu'ils restent sur le même parcours. Et au niveau des juniors et des élites, on a un grand parcours, mais qui est aussi très difficile, avec 3 difficultés sur le grand parcours de 15 km, et il termine par le petit parcours de 9 km où on a toujours une ascension mythique de San Gabel. Donc c'est vraiment une course qui va être difficile, usante. Si en plus on a le vent d'autant, ça va rajouter des difficultés, puisqu'on est sur la plaine de San Gabel, et ça complexifie les choses. Donc c'est vraiment un parcours qui est plus typé grimpeur, on va dire, ou puncher. Et donc, quel impact cet événement peut avoir sur la région et sur le club un petit peu ? Qu'est-ce que ça a ? Parce que c'est une épreuve qui est maintenant connue, 19 ans. Est-ce que ça a un impact particulier ?
Oui, ça a un impact particulier puisque c'est l'une des seules épreuves élites au niveau de la région Occitanie. Voilà, sachant qu'il y en a 2 avec le Grand Prix de Montastruc qui aura lieu la semaine prochaine. Et puis nous, Saint-Gabel, donc c'est vraiment une épreuve élite. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'avantage c'est que c'est une Coupe de France. Voilà, cette année National 2. Donc on aura toutes les meilleures équipes du National 2 sur le papier. Il y aura une vingtaine d'équipes avec forcément tous les meilleurs coureurs de cette catégorie en National 2. Et ça permet de promouvoir le cyclisme, de montrer justement avec les jeunes le matin, la veille, de quoi le haut niveau est fait, puisque voilà, on parle nous aussi de haut niveau, même si on n'est pas professionnel. Tous les jeunes et les moins jeunes qui sont dans les structures de clubs de national font quasiment du vélo à temps plein. Donc voilà, on est tourné vers le haut niveau et ça va avoir un impact sur la région, sur les jeunes du club. Pour nous aussi, les petits qui vont voir les grands, c'est un peu leur idole, donc ça les booste encore plus et ça leur donne envie de continuer le vélo. Alors, tu parles de région, moi je rebondis un peu sur la présence de Jonathan. Donc comment tu travailles après ces jeunes qui arrivent, parce qu'il faut aller le chercher à La Réunion, ce garçon qui vient, donc il a des qualités. C'est comment vous travaillez ensemble? Tu travailles directement avec Jonathan ou il a son propre entraînement? Comment ça se passe? L'avantage c'est qu'au sein du club on travaille avec le Krebs de Toulouse et on a un centre de formation qui est référencé au niveau de la Fédération Française de Cyclisme, un CEF, où on a des jeunes qui peuvent venir pour réaliser justement leur double voire leur triple projet scolaire, donc, sportif. Il est au centre de formation, il est là-bas, c'est ça, d'accord. Jonathan est là-bas et pour Jonathan je connaissais son entraîneur de La Réunion, Sébastien Henriette, que je connais depuis longtemps et puis on était en contact et puis il m'a dit un jour j'ai un jeune qui aimerait venir en métropole, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que vous avez les moyens de l'accueillir? Et nous on venait de mettre en place, on avait rouvert la structure en 2020, on avait rouvert la structure suite au Covid, on avait peu de jeunes et puis l'arrivée de Jonathan nous a permis de passer un cap aussi au niveau de la CEF en termes de résultats sportifs et puis de résultats scolaires, sachant que il s'est présenté tout à l'heure, mais il a quand même quelques titres de vice-champion de France sur piste et des podiums sur des France, donc c'est quand même un coureur qui avait un gros potentiel. Et puis il nous a fait confiance, ses parents nous ont également fait confiance, c'était pas facile, il a quitté son île à 16 ans, donc on l'a pris en main avec le club, avec Michel, et puis il a fait ses gammes, il a continué à développer tout son talent qu'il a, et puis cette année il est bien parti pour réaliser ses rêves. Alors, un petit message à Jonathan, comment on quitte son île justement à 16 ans et on s'embarque dans cette aventure? Tu connaissais le club de Blagnac avant ou c'est parti comment tu t'es dit je prends le vélo et j'y vais? Non, je connaissais pas forcément Blagnac, mais après quand j'ai connu le Pôle Espoir, entre guillemets il y avait Blagnac à côté, donc vu qu'ils étaient rattachés avec, j'y suis allé et au final pour partir de mon île c'est compliqué, faut avoir très envie quoi, parce qu'on passe de 30 degrés avec la plage et le soleil. Il fait pas si froid que ça à Toulouse. Non, mais en comparatif, c'est un peu l'inverse, quoi. Mais bon, après, faut avoir envie et quand on a envie, on peut. Pas de regret. Non. Bien accueilli ici avec les Toulousains, ça s'est bien passé. Ouais, nickel. Bon, nickel. En plus, t'es un peu leader d'après ce que dit Germain, là. Tu tires un peu les le autres, leader, j'essaye de temps en temps quand les courses me conviennent, mais on n'a pas forcément de leader désigné à chaque fois, à chaque course. Ça reste un esprit d'équipe, le vélo quand même. Il y a de l'individualité, mais il y a quand même une équipe quand même autour de l'individualité, non? Sans équipe, c'est difficile aujourd'hui de gagner une course. On dit c'est souvent un sport individuel, mais qui se gagne en équipe. Et on a toujours besoin de ses coéquipiers, sur des courses, quand il faut remonter, quand il faut se placer, si on se fait piéger et qu'il faut se mettre à rouler pour rentrer sur des échappées ou amener des coureurs, sur un sprint massif. On a toujours besoin de ses équipiers. Donc oui, c'est un sport individuel, mais qui se court en équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, sans équipe, c'est difficile de gagner une course. Il y a toute une stratégie à mettre en place. Alors, une petite question quand même qui me vient, et je vais laisser à Pauline le soin de la poser, mais c'est effectivement, on n'a pas trop parlé des féminines, et je sais que Cathy Moncassin est à fond dans ce domaine-là, puisqu'il y a une épreuve, dans l'épreuve qui va avoir lieu le 22-23 mars, il y a des épreuves qui portent son nom. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis Pauline va te parler aussi du cyclisme féminin. Oui, on a une épreuve qui s'appelle aussi le trophée Cathy Mocassin, qui est ouvert pour les jeunes catégories, où dedans il y aura aussi les minimes, les cadets, mais aussi des minimes filles, des cadettes et des juniors filles. Donc on ouvre aussi ces courses-là au monde féminin, qui va leur permettre aussi de continuer à progresser et de travailler sur les courses.
Et vous avez des licenciées féminines au club ? Alors oui, on a un paquet de licenciés féminines au club, aussi bien chez l'école de vélo que chez les juniors et les espoirs femmes. Voilà, on a quelques licenciés. Et puis nous, sur la CEF de Toulouse, on a une particularité, c'est qu'on a ouvert aussi au cyclisme féminin. Voilà, cette année, on a 24 athlètes dans la structure, dont 8 filles. Voilà, donc c'est important de développer aussi le cyclisme féminin. Elles ont le droit, comme les garçons, d'avoir des avantages au niveau scolarité, au niveau tout, pour permettre d'allier leur passion et de progresser aussi et de réaliser leurs rêves. Vous avez des pôles différents où les filles et les garçons s'entraînent en même temps ? Donc les filles et les garçons s'entraînent en même temps. Après, chacun a des exercices spécifiques en fonction de la séance. Voilà, mais en général, on fait partir le groupe en commun pour que aussi les filles puissent rouler avec les garçons, puisque ça leur permet de rouler un peu plus vite et de travailler. Voilà, dans les roues, elles travaillent par rapport aux garçons. Elles sont un peu plus en difficulté, mais ça permet de les faire travailler, de les faire progresser. Et puis, elles ont des entraînements vraiment spécifiques. Et puis, les particularités des filles, c'est aussi intéressant en termes d'entraînement, puisque c'est différent des garçons. C'est pas pareil aussi bien mentalement que sur toutes les parties voilà, techniques. Donc, c'est intéressant de travailler avec un groupe de filles. Est-ce qu'elles portent un regard, ces jeunes filles, sur le développement du cyclisme féminin ? C'est-à-dire que maintenant qu'il y a ce fameux Tour de France qui existe, Tour de France Femmes, est-ce que ça a eu un déclic chez les filles d'aujourd'hui ? Je pense, puisqu'on constate qu'il y en a de plus en plus. Et puis forcément, elles aussi, maintenant, elles peuvent rêver, puisqu'il y a des structures qui se montent au niveau du cyclisme féminin, que ce soit les équipes nationales 1, nationales 2, des équipes professionnelles aussi. Il y a de plus en plus d'équipes professionnelles, même au niveau français, qui se montent. Donc ça leur donne envie, comme les garçons. Elles peuvent rêver, elles peuvent espérer maintenant passer professionnel, chose qui était compliquée il y a une dizaine d'années. Au jour d'aujourd'hui, une fille qui a des qualités, qui a un gros potentiel, voilà, peut espérer passer professionnel et en faire sa passion, son métier. Le message est passé, en tout cas, mesdames, n'hésitez pas de vous lancer sur le vélo et au club de Blagnac, il vous accueille avec grand plaisir. J'ai envie de poser une question, moi, sur le Blagnac Vélo Club, qui est donc en même temps club historique, mais qui est en même temps le club qui organise l'événement qui aura lieu, donc le 19e événement du Sintagabel, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ce club historique et nous parler un peu de son rôle et de ses projets ? Blagnac, voilà, c'est un club qui date depuis de nombreuses années. Voilà, ça va faire 127 ans ou 128 ans que le club existe. J'ai pas la date exacte. Non, mais on imagine que tu n'es pas là depuis ce temps-là. Je suis pas depuis ce temps-là, donc j'ai un petit trou de mémoire. Je crois que ça va faire 128 ans, voilà, que le club existe. Et puis la grande particularité de ce club, c'est que c'est un club formateur de la région. Voilà, on passe des tout petits de l'école de vélo de 4 ans jusqu'à l'élite, voilà, jusqu'au club. Il y a eu des grands noms d'ailleurs qui sont passés par le club. Il y a eu des très grands noms. On a eu des coureurs comme j'étais pas là non plus, mais des Laurent Jalabert, des Fred Mocassin. Il y a eu plus récemment des Anthony Pérez, des Loïc Chetou, des Romain Sicard. Enfin voilà, des jeunes qui ont performé qui sont passés professionnels et qui ont été champions du monde plusieurs fois. Donc oui, des grands noms sont passés par le club, mais l'avantage de ce club, voilà, c'est que c'est un club qui est vraiment familial et qui est axé sur la formation depuis toujours. Voilà, nous, notre rêve, c'est d'avoir des petits de l'école de vélo de 4 ans et qui intègrent l'équipe nationale 15-16 ans plus tard et qui font partie de nos effectifs. Et c'est pour ça qu'on a également rouvert ce centre de formation pour permettre à nos jeunes d'allier le triple projet, puisque c'est pas facile le vélo, ça demande des heures d'entraînement. Jonathan en a parlé rapidement, mais il est sur 20 heures d'entraînement semaine quasiment, voilà, en élite. Donc les juniors, on est peut-être sur 12, 13, 14 heures en fonction de chacun, mais nous la priorité reste aussi la scolarité et on veut que les jeunes aient un diplôme en poche quand ils sortent de chez nous. Donc on a recréé ce centre de formation et ils ont tous un diplôme ou le bac. Jusqu'à présent, on est à 100% de réussite au bac. Ça, c'est important de le dire pour les parents qui pourraient se douter sur ça. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, c'est aussi une barrière en disant attention, on va se lancer dans une carrière comme ça. On ne sait pas s'il va devenir professionnel, mais il faut aussi que derrière, on assure. Donc, c'est très intéressant de savoir que 100% au bac, bravo. C'est ça, merci. Oui, et nous, c'est vraiment le deal qu'on a avec tous les parents et même, Jonathan pourra le dire, même s'il venait de la Réunion. Pour nous, quand ils sont intégrés dans la CEF, s'ils redoublent la scolarité, on ne les gardera pas dans la structure, puisque la priorité reste vraiment, d'abord la scolarité et après on passera sur le côté sportif. Beau message passé. On va revenir sur une question quand même importante. Quels sont les projets du club sportif, les projets du club à venir ? Parce que là, on est sur ce Grand Prix, mais il y a plein de choses à venir cette année. Oui, donc les projets du club, nous, on reste toujours sur la même continuité. C'est de
continuer à développer nos catégories, essentiellement U15, donc les minimes et U17, les cadets. On continue à créer une équipe, à les amener, à leur faire découvrir un peu ce que c'est les courses de haut niveau sur des courses nationales au niveau des cadets. On a créé aussi une équipe junior depuis maintenant 2 ans qui prend forme et on continue de les déplacer sur des belles courses aussi, que ce soit des courses nationales, des courses UCI ou de temps en temps on les fait courir avec l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, c'est de continuer à former les jeunes, à garder nos jeunes talents du club, de les faire monter sur l'échelon supérieur. Et notre but, c'est de les former et on espère tous que tous ces jeunes qui montent et qui sont 19, 20 ans, 21 ans passent à l'échelon supérieur et passent chez les professionnels. Nous, notre but, c'est pas de tout gagner ou de tout rivaliser ou d'être les plus forts en National 2, c'est vraiment de continuer à former les jeunes et leur permettre de réaliser leurs rêves. J'ai une question à tous les deux d'ailleurs, je vais commencer par toi Jonathan, pour finir cet entretien. Quel conseil tu donnerais à un jeune justement, puisque tu l'as vécu, qui se pose des questions aujourd'hui pour faire du vélo et peut-être intégrer une structure comme ça? Déjà, faut être très motivé et puis faut avoir envie. Faut surtout avoir envie et passer du temps sur son vélo aussi. Être prêt à passer du temps sur son vélo. Un certain sacrifice est peut-être un peu fort, mais quand même. Ouais, sacrifice, ouais. Faut quand même se dire, si je fais du vélo, je peux pas faire forcément d'autre chose, donc je me consacre à ce vélo. Ouais, si, on peut faire d'autres choses, mais bon, on va dire qu'il y a une part de sacrifice à faire quand même. On va pas faire les mêmes choses que fait un jeune de 19 ans au même âge. On va pas sortir tous les week-ends ou faut une hygiène de vie, quoi. Mais c'est très bien d'entendre ça. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il dit, lui, le coach, par rapport à un conseil à donner à un jeune qui s'interroge aujourd'hui? Non, mais un jeune qui veut faire du vélo, déjà, faut qu'il ait l'envie, il faut qu'il ait la motivation, et puis il faut que ça reste aussi avant tout un plaisir. Comme le dit Jonathan, c'est quand même un sport qui est assez contraignant quand on veut aller vers le haut niveau. Quand on fait 15-20 heures d'entraînement semaine, forcément, il faut récupérer, il faut faire attention un peu à son hygiène de vie, donc il faut de la volonté, de la motivation, et si ça reste un plaisir et que l'envie est là, moi je pense que tout le monde peut s'essayer, et après, on voit ce que ça donne sur le long terme. On peut rassurer les parents, donc il y a aussi tout un suivi. Petit clin d'œil au Tour de France qui va passer chez nous au mois de juillet. Ça va être aussi l'occasion pour vous, j'imagine, club local, de faire découvrir à tous vos jeunes un peu ce grand circuit. Oui, chaque année, le club, on amène nos jeunes de l'école de vélo, puisqu'on a une école de vélo, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on est peut-être sur une 40aine ou une 50aine de jeunes sur l'école de vélo, donc de 4 à 13 ans. Donc c'est aussi une grosse école de vélo, et tous ces jeunes, chaque année, on organise un déplacement sur le Tour, on les emmène voir soit au village départ, soit sur les sites d'arrivée, ou alors sur des endroits précis de la course. Et c'est vrai que cette année, on a la chance que le Tour de France passe sur Toulouse avec une belle étape qui risque de créer pas mal de surprises, je pense, avec un final assez atypique. Donc on va organiser et mettre en place un déplacement pour que ces jeunes aillent voir leurs idoles et profitent au maximum. En tout cas, merci pour cet échange tous les deux. Merci d'être passés dans cette émission Si on parle des sports. On vous souhaite une excellente saison, un beau Grand Prix Synthe-Gabelle et bonne continuation pour tous vos projets. Vous êtes bien sûr les bienvenus dans cette émission quand vous voulez. Merci à vous. Merci, au revoir. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Guillaume Abran. Et si on parlait de sport, mi-temps. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et oui, retour dans cette deuxième mi-temps, et si on parle de sport, avec moi j'ai Guillaume Abran qui est responsable du ski nordique au centre d'entraînement de Font-Romeu. Il est responsable aussi bien sûr du biathlon et on vient de vivre des moments extraordinaires. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, pour un entraîneur, un coach, on vient de vivre quelques semaines sur le biathlon de manière extraordinaire. On va en parler ensemble. Merci de prendre quelques temps pour nous répondre. J'imagine que tu as suivi tous les résultats avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan avec toi sur ces championnats du monde? L'équipe de France a été exceptionnelle. Ouais, c'est sûr, on a passé des moments très intenses. Moi, j'ai beaucoup vibré derrière mon petit écran, mais voilà, c'était énorme. Je pense qu'on est encore sur des performances historiques déjà les dernières années. C'est ce qu'on se disait, mais là exceptionnel en termes de performance, on va dire. Alors, avec 13 médailles, je le rappelle, 13 médailles, dont 6 en or, la France a survolé ses mondiaux. Comment expliques-tu une telle performance à la fois collective et individuelle, puisque il s'est quand même passé de très belles choses? Ouais, après, ce qui est vraiment fou,
c'est qu'il y aurait pu y avoir un podium sur chaque course. Il en manque un, je crois que sur la dernière course uniquement, ça aurait été un coup médiatique d'avoir un podium par course, mais en fait ça montre on va dire la qualité de nos athlètes et surtout la densité qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui s'affirment, que ce soit un Éric Perrault ou une Océane Michelon, voilà, qui sont médaillés d'or, médaillés d'argent. Je pense que ça démontre d'une grosse maîtrise des coachs et de la cellule 10 à préparer ces événements. Je pense que voilà, sur un événement majeur, on a des équipes et des staffs qui savent préparer ces événements, qui savent répondre présent au bon moment, et des athlètes qui dans leur préparation aussi sont pointus pour être là le jour J. Ça c'est vraiment cette densité. Je pense qu'aujourd'hui on a des grosses équipes qui tout le monde est capable de performer. Je pense que quasiment tout le monde repart avec une médaille, et ça c'est vraiment la grosse évolution pour moi de cette année. Alors justement, la France a terminé en tête du tableau des médailles pour la 2e année consécutive. Quelles sont pour toi les clés de cette régularité dans l'excellence? Parce que bon, c'est pas une année, c'est 2 années de suite et peut-être 3 dans l'avenir quand on voit ce qui se passe en ce moment. Ouais, moi je pense que ça vient justement de cette densité qui fait que le jour où on a des athlètes ou nos top athlètes qu'on pensait être à 100% là, qui sont pas forcément dans un bon jour, il y a alors j'avais envie de dire les plus jeunes, mais finalement avec ce qu'ils ont démontré tout au long de la saison, on peut plus dire que c'est les plus jeunes, parce que finalement c'est des athlètes qui sont médaillés. Un jeune comme Eric, finalement est 4e du classement général de la Coupe du Monde, donc c'est plus des moments comme ça ponctuels, c'est vraiment des personnes qui ont une grosse régularité et qui sont en train de s'imposer sur la scène du biathlon mondial. Donc voilà, c'est ce fait qui est un gros turnover, on va dire, avec des jeunes qui finalement montaient pour faire une Coupe du Monde ou 2 Coupes du Monde dans l'hiver de temps en temps, et qui aujourd'hui sont réguliers sur le circuit et qui performent et qui sont dans le top 5 mondial, très clairement. Et après, c'est ce que je disais au début, je pense que c'est la maîtrise aussi du staff pour préparer de tels événements. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de la régularité, de la continuité dans le staff, et ça permet aussi d'avoir cette expérience des grands événements. Alors justement, tu parles d'Éric Perrault, on fait partie des jeunes. Il y a bien sûr Lou Jean Monod qui cette année réussit des choses superbes. Il y a Océane Michelon, Jeanne Richard, en oubliant certains sûrement. Pour toi, c'est la relève qui est prête à déjà bousculer, si on peut dire, les anciens. Comment tu interprètes leur performance? C'est vraiment dans cette histoire de densité dont tu parles. Comment tu vois ça, toi? Moi, je pense que c'est plus la relève. Elle est plus à ce niveau-là. Elle est au niveau en dessous. Et je pense qu'on le voit sur les championnats du monde junior qui avaient lieu la semaine dernière à Östersund en Suède, où pareil, la France finit devant au classement des médailles. Je pense que notre relève actuelle aujourd'hui, elle est là. Finalement, c'est Lou Jean Monod. Ça fait des années qu'elle montre des choses exceptionnelles sur le circuit et qu'elle est présente avec des titres, des victoires en Coupe du Monde, des classements généraux où elle est toujours bien placée. Donc j'ai envie de dire que aujourd'hui on a peut-être 2 générations différentes qui sont présentes en même temps sur le circuit. C'est pas forcément les plus anciens qui sont les plus j'ai pas envie de dire les plus solides, parce que finalement ils sont ultra forts cette année aussi. Une fille comme Julia, elle fait encore énormément de choses cette année, une année de plus, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'est plus la relève. Ils sont présents et ils se sont imposés par leur niveau de performance sur le circuit mondial. Je crois que pour les finales des Coupes du Monde chez les filles, on sera à quota plein avec les invitations. Normalement, plutôt aux alentours des 6 filles, elles seront 9. Voilà, ça veut dire qu'on a une grosse équipe, et la relève, c'est plutôt des filles comme Amandine Mangin qui se sont démontrées sur des mondiaux juniors et qui ont monté sur les dernières Coupes du Monde, à l'instar d'un Eric ou d'un Eric qui a 3 ans et d'un Théâtre sur des années comme celle-ci. Alors, tu as cité aussi un nom qui est quand même exceptionnel au championnat du monde, c'est Julia Simon, qui alterne des fois le haut et le bas, mais elle a fait quand même une performance extraordinaire avec 4 médailles d'or. Qu'est-ce que ça représente, cette performance, dans le contexte du biathlon? Parce que c'est quand même une athlète assez particulière. Elle peut réussir des trucs et puis d'un seul coup plus rien, et puis faire des choses extraordinaires. Ouais, moi ce que je pense, c'est que voilà, le sport de haut niveau, pour arriver à remporter un globe, c'est la régularité et la continuité qui compte. Il y a aujourd'hui quand même 3e du classement général de la Coupe du Monde, donc si de temps en temps on a l'impression qu'elle brille moins, donc elle a pas les points pour aller chercher le gros globe cette année, mais elle est là, elle est présente régulièrement, et je pense que c'est quand on parlait des différentes générations, aujourd'hui c'est une locomotive. Elle s'est prouvé qu'elle est présente de par l'expérience et des mondiaux et des fins de saison qui sont
sont aussi exceptionnelles. Voilà, donc elle trouve qu'elle est présente sur les événements, sur les grands événements. Et c'est aussi pour ça, et grâce à ces personnes-là, qu'on a des jeunes qui montent. Parce que les plus anciens et les plus anciens qui performent, font rêver les plus jeunes, qui montrent que c'est possible. Et à ce titre-là, voilà, moi je pense que cet effet locomotive, il est ultra important. Alors justement, tu as un dernier petit clin d'œil à ce qu'on a vécu pour ce week-end, ceux qui ont regardé le biathlon à la télé, avec en finale les deux relais qui sont tous les deux vainqueurs, francs, les deux femmes et hommes, et en même temps qui remportent ce fameux petit globe de cristal. Ça veut dire que ça faisait, je crois, d'après ce que j'ai lu, 31 ans que ça n'était pas arrivé d'avoir ce doublé. C'est ça. Et donc sur le doublé, c'est exceptionnel, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, ils remportent le petit globe de la discipline, et les garçons et les filles. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est les deux meilleures équipes mondiales cette année, à la fois les garçons et à la fois les filles. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Puis ces relais, voilà, je pense que la beauté de nos sports, elle réside aussi là-dedans. C'est le fait qu'il faut être fort individuellement sur l'ensemble des courses individuelles. Et puis il y a ces relais qui finalement font la force d'une nation. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des équipes chez les gars comme chez les filles qui jouent à 200% le jeu de ces relais et qui finalement là ont prouvé qu'aujourd'hui la France est capable d'être la meilleure nation du biathlon et chez les gars et chez les filles. Donc ça renforce encore cette idée de densité dont on parlait au début. Alors j'ai envie de te poser une question, si on est à un an des Jeux Olympiques, quel aspect du biathlon français doit être encore perfectionné pour espérer décrocher finalement les médailles, parce que c'est le jour J, médailles olympiques, on les attend tous à ce moment-là. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui? La régularité, elle est là, elle est présente. Peut-être qu'on en discutait juste avant sur nos top athlètes, ils sont capables de prouver qu'ils sont capables de préparer un grand événement. Peut-être qu'il nous manque un poil de régularité là-dessus, mais là-dessus, c'est surtout, voilà, j'ai envie de dire qu'on a notre président de fédé qui nous répète souvent qu'on performe comme ça et qu'on maîtrise autant des événements ou une saison, on n'est jamais autant en danger par rapport aux autres nations. Oui, c'est vrai, sauf que finalement, on a quand même marqué les bons points et on est devant. Donc, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions sur quelles vont être aujourd'hui les évolutions de nos adversaires, de nos concurrents, et parce que eux, ils vont forcément progresser, ils voient bien le niveau là, ils sont là pour préparer les Olympiades et comment on fait pour y être. Nous aussi, comment on fait pour anticiper ces évolutions, comment on continue à progresser. Alors le staff national est sur ce type de réflexion, donc il y a pas de souci là-dessus, ils sont tout le temps dans l'anticipation. Donc moi je me fais pas trop de soucis là-dessus. Aujourd'hui, voilà, c'est en continuant à préparer les grands événements que finalement les Jeux Olympiques, il faut être là le jour J, c'est la particularité de l'événement, c'est une fois tous les 4 ans. Donc moi je me fais pas trop de soucis là-dessus. Après, des pistes de travail, il y en a toujours. Moi ce que je vois, c'est que quand même on a des staffs techniques qui sont plus que prêts, une cellule lisse qui fonctionne et voilà, on est dans le coup, donc c'est quand même plus facile quand on est dans le coup que quand on part de loin. Oui, alors justement, maintenant, un petit peu avec un regard, un peu de recul, quel impact ces résultats, selon toi, peuvent avoir sur la visibilité, le soutien du biathlon en France, notamment par rapport au public et aussi pour les partenaires? Alors l'impact, il est fort, il est très fort médiatiquement, en particulier au niveau du public. Je pense que sur l'évolution sur les 10 dernières années, où quand moi je courais, quand on nous demandait ce qu'on faisait du biathlon, ah oui, vous faites de la course à pied et du vélo, non, pas du tout. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde sait ce qu'est le biathlon, c'est énormément suivi. Je pense que c'est un sport qui fait vibrer. Des événements comme ça, avec ces réussites-là, et on va pas se cacher, les Français sont quand même un peu chauvins. On a des disciplines dans lesquelles ça marche bien, ça renforce encore plus cette émulation et cette évolution. Donc voilà, là, en termes de visibilité, on a quand même sacrément évolué. Sur les droits télé, aujourd'hui, c'est le biathlon qui ramène le plus de droits télé à la Fédération française de ski aujourd'hui. Donc médiatiquement, c'est la discipline phare aujourd'hui, on peut le dire. Et sur les partenaires, forcément, ça a des impacts. Après, aujourd'hui, les partenaires, c'est quand même ultra important chez nous. Alors, je sais pas si ça a évolué cette année, mais je crois que l'an dernier, on était à peu près 50% de financement privé sur l'ensemble de nos équipes. Donc, on a besoin, en gros, sans partenaires, on n'avance pas, et c'est valable nationalement comme régionalement. Donc voilà, moi, ce que j'espère, c'est que ces événements-là, ces coups de projecteur, ils vont aussi donner envie à des partenaires privés de nous suivre. C'est-à-dire nos partenaires institutionnels, que sont l'État, la région, etc., nous suivent. Maintenant, voilà, c'est d'arriver aussi à véhiculer cette belle image de notre sport auprès des partenaires privés. Alors,
le responsable de ski nordique que tu es au centre d'entraînement de Font-Romeu, il doit être effectivement dans l'enthousiasme de ce que tu vis en ce moment. Ton métier doit prendre justement une certaine valorisation, puisque entre tes mains, tu as finalement des pousses, des petits jeunes qui vont arriver, qui vont vouloir se former. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton travail au sein de ce centre d'entraînement? Et tu as dû voir d'ailleurs passer un certain nombre de grands champions ou de championnes. Oui, exactement. Alors moi aujourd'hui, je suis quand même de moins en moins sur le terrain. Moi, je suis conseiller technique régional, donc je suis employé par le ministère des Sports et placé auprès de la Fédération française de ski sur la chaîne des Pyrénées. Et mon job aujourd'hui, c'est d'être directeur des filières d'accession au niveau sur la chaîne des Pyrénées, mais pour toutes les disciplines. Donc biathlon, ski de fond, mais aussi ski alpin, snowboard freestyle et ski freestyle. Donc pendant 20 ans, j'ai entraîné le biathlon et le ski de fond, et là j'ai vu passer beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, mon rôle, il est plus d'accompagner les athlètes du pôle espoir et des filières d'accès et leurs entraîneurs, ainsi que l'ensemble des structures d'entraînement sur la chaîne des Pyrénées. Donc je suis beaucoup plus en contact aujourd'hui avec les entraîneurs qu'avec les athlètes, même si je veux absolument pas devenir un bureaucrate, et que dès que j'ai l'occasion d'aller sur le terrain pour encadrer une séance, je le fais avec plaisir. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est plutôt d'accompagner les entraîneurs et les athlètes sur les différents aspects de la perf dans toutes les disciplines. Et aujourd'hui, on voit passer effectivement pas mal de jeunes Pyrénéens sur la chaîne. Donc on a eu des noms notables comme Martin Fourcade par exemple, qui sont passés par chez nous. Aujourd'hui, on a de la relève avec la jeunesse. Je pense qu'on a un circuit national qui tient vraiment la route, et qui aussi le fait que c'est ça qui fait qu'on a autant de densité sur aujourd'hui, et sur la partie visible, on va dire, de l'iceberg, sur la Coupe du Monde, sur les mondiaux juniors. Aujourd'hui, on a un circuit qui est ultra fourni, qui est ultra formateur. Donc c'est aussi le fait d'avoir des jeunes, et un maximum de jeunes qui soient présents sur le circuit national, qui fait que le niveau de performance français est aussi bon et monte. Donc ça, je pense que c'est aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi un socle. Et aujourd'hui, on avait le week-end dernier le challenge national U15 biathlon, donc les plus jeunes qui commencent à courir avec des carabines 22 long rifle. On a des jeunes Pyrénéens qui ont fait des top 20 chez les filles et des top 5 chez les gars. Donc la relève dans les Pyrénées est là, est bien présente. Et après, on a des équipes U17 et U19 où là, on a des jeunes qui sont capables de faire des top 5, des top 8, des top 10 avec une densité, surtout chez les garçons actuellement, chez les plus vieux. Mais c'était vrai garçons et filles l'an dernier. Donc voilà, on a des bonnes équipes avec peu de monde, on va dire, dans les Pyrénées, mais qui fonctionnent bien. Alors, comment on intègre justement cette fameuse structure d'entraînement de Font-Romeu pour un athlète? Comment ça se passe? C'est tout d'abord en pratiquant en club. Donc c'est via les clubs. Donc principalement les clubs qui proposent de faire du biathlon, c'est le club de Font-Romeu, le ski club du Cap-Cyr, le ski club de Beille en Ariège, et après on a d'autres clubs de ski nordique dans les Hautes-Pyrénées, les Montagnards Argelésiens et le ski club d'Azun, qui eux sont moins orientés biathlon, qui sont plus orientés ski de fond, mais qui proposent des activités de découverte aussi sur leur secteur. Donc c'est de commencer en club pour commencer à se faire la main. Ensuite, on a un challenge régional qui est plutôt orienté ski de fond, mais qui permet aussi de développer de tout niveau, parce qu'aujourd'hui, on peut pas être un bon biathlète sans être un bon skieur de fond non plus. Et ensuite, c'est de déposer des candidatures soit sur la section sportive, sur le sport études à Font-Romeu, donc là, c'est avant le 31 mars auprès des établissements scolaires, soit en pôle espoir, une fois qu'on est détecté à partir d'un certain niveau, où là, on a un peu plus de marge auprès de la Fédération française de ski et du club CMA Font-Romeu. Alors, on sent vraiment quand même l'enthousiasme de ce que tu vis en ce moment, et puis ces changements que le biathlon tire vers le haut. J'ai envie de te demander un dernier mot pour conclure par rapport à ce que tu vis en ce moment, et puis cet enthousiasme. Et puis, il y a dans un an les Jeux Olympiques. Ouais, c'est sûr, dans un an les Jeux Olympiques, et surtout, j'ai envie de dire, en 2030, les Jeux Olympiques en France. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne prépare pas un événement un an avant, mais ça s'anticipe bien comme il faut. Donc nous, on est en train de relancer des projets dans les Pyrénées. C'est des Pyrénéens aux Jeux Olympiques dans les Alpes en 2030. Donc voilà, on travaille sur cette relève avec un horizon de 5-6 ans pour essayer d'avoir des Pyrénéens présents aux Jeux sur les Jeux France en 2030. Donc ça, c'est notre objectif régional. Et bien sûr, au niveau national, en 2026, c'est un gros objectif. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que l'enthousiasme il est fort, que on en a parlé tout à l'heure, la poussée des jeunes avec aujourd'hui on a quand même 4 filles dans les 5 premières du classement
générale. Chez les gars, ils sont un peu dans les 4. Donc voilà, l'enthousiasme, il est là par les résultats, mais il est surtout là pour moi par le fait qu'on a des beaux athlètes, qu'on a un beau sport, je pense, dans lequel il y a des belles valeurs. On le voit dans les différentes accolades qu'on peut retrouver entre athlètes dans les stades d'arrivée. On est concurrents sur la piste, mais plus après. Donc c'est ça, moi, j'ai envie de dire que voilà, c'est notre grande force, c'est de garder cet esprit de grande famille dans notre sport. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me motive, qui m'enthousiasme et qui, je pense, permet aussi aux jeunes de rêver de ces moments-là et de vivre ces moments-là en faisant partie de cette grande famille. Merci beaucoup Guillaume Abran pour ce beau témoignage, cet enthousiasme et puis les belles images qu'on a pu voir. C'était un plaisir en tout cas de suivre ça. Merci, on espère que de ton côté tu vas continuer à en profiter. Tu es bien sûr le bienvenu dans l'émission quand tu le veux, avec grand plaisir de te recevoir quand tu veux. Merci beaucoup pour l'accueil. À bientôt. À bientôt. Place à la chronique spéciale consacrée au prestigieux tournoi des 6 nations rugby à 15 en compagnie d'Henri Broncan, Jean-François Imbernon et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, c'est l'heure de la nouvelle chronique spéciale consacrée au tournoi Destination 2025 en compagnie de nos invités Jean-François Imbernon, ancien deuxième ligne de l'USAP et de l'équipe de France, Henri Broncan, illustre et ancien joueur et entraîneur gersois, et Bernard Pujol. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pauline et bonjour à tous. Et si on parlait Bonjour. de sport, vous raconte les moments forts et les anecdotes marquantes qui font de cette compétition un rendez-vous incontournable. Alors avant de revenir sur le match de dimanche entre l'Irlande et la France, Bernard, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du rugby à 15 en Irlande ? Oui, je vais vous parler de l'histoire et comment et quand le rugby à 15 a débuté en Irlande. Tout a débuté avec une forme de jeu au XVIIIe siècle dénommée Cade, qui était un peu la soule que l'on connaît mieux sur l'Hexagone. C'est un mélange de rugby et de football, moins violent néanmoins que le rugby, car les plaquages et les immobilisations y étaient interdits. Plus tard, c'est en 1854 à Cork que M. Peter Shorten fonda le premier club. Ensuite, après plusieurs rencontres entre collégiens et l'aménagement de nouvelles règles, c'est en 1868 que le rugby football commence à se répandre. La naissance de l'IRFU, qui est la fédération irlandaise, apparaîtra en 1874. À cette époque, le rugby à 15 était essentiellement pratiqué par la classe moyenne protestante. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les rencontres entre nos deux nations ? Le premier match entre nos deux sélections s'est déroulé en 1909. Nous l'avions perdu 19-8. Les équipes nationales de nos deux pays se sont rencontrées à 105 reprises, dont 4 fois en Coupe du Monde, pour 61 victoires françaises, 37 victoires irlandaises et 7 matchs nuls. En comptant la victoire de samedi dernier, où nos amis Henri Broncan et Jeff Imbernon y reviendront plus loin. De tout temps, il a été très difficile de s'imposer en terre irlandaise, que ce soit sur la pelouse de l'austère, mythique et regretté stade Lansdowne Road, abandonné pour jouer maintenant sur un naming appelé Aviva Stadium, toujours à Dublin. Notamment sous le coup du fameux fighting spirit qui anime ce peuple irlandais de résilience et de ne jamais lâcher, qui semait la terreur bien souvent en fin de partie, car le peuple irlandais est bien connu pour ne rien lâcher. C'est un code de culture et d'honneur que l'on retrouve pour valeurs essentielles dans notre sport de combat qu'est le rugby, sport collectif de combat. Bernard, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le palmarès du 15 du trèfle pour le compte du tournoi ? La sélection irlandaise a remporté 24 fois le tournoi des 5 et 6 nations, partagé 16 fois et a remporté 4 grands chelems. Le dernier remonte en 2023. Pour rappel, l'Irlande est tenante du titre du tournoi Destination 2024. Le 15 du trèfle à 3 feuilles, pour le préciser, est considéré comme une des meilleures sélections au monde. Et d'où sont issus les joueurs qui composent cette équipe d'Irlande ? Les joueurs sélectionnés, et la sélection irlandaise a une particularité unique et propre à elle. Elle représente l'Irlande unifiée pour l'occasion. Elle est composée de joueurs issus de l'Irlande du Nord, qui est rattachée au Royaume-Uni, et de la République d'Irlande, qui est autonome. Le rugby y est divisé en 4 provinces que l'on connaît pour les opposer et les rencontrer bien souvent en Coupe d'Europe. Le Connacht, le Munster, le Leinster et l'Ulster qui est au nord. Il faut rappeler que les religions ont déchiré bien souvent ces peuples entre catholiques et protestants. La guerre entre l'Angleterre et l'Irlande
l'Irlande a sévi durant de nombreuses années entre frères voisins et fait de nombreuses victimes. Les plaies ne se sont toujours pas totalement refermées. Il y règne quelquefois encore quelques hostilités, quelques rancœurs. La République d'Irlande a obtenu son indépendance en 1922. Elle fait partie intégrante de l'Union européenne et, il faut le dire, elle bénéficie d'un PIB par habitant, un des plus élevés de la planète. Et que représente le rugby à 15 dans ce pays ? L'Irlande est composée de 6 millions d'habitants. Le rugby à 15 est pratiqué par 14 500 joueurs à peu près, adultes, pour un total de licenciés de 87 000. Pour dire que c'est petit ou grand, c'est pas ce que je veux dire, mais pour comparaison, c'est à peu près le même nombre de licenciés qu'en Occitanie. Il a une très forte tradition universitaire. La formation de leurs meilleurs joueurs, leur filière d'accès au haut niveau est assurée par les collèges. Par ailleurs, le rugby à 15, très populaire dans ce pays, est toutefois largement devancé par les sports traditionnels gaéliques, hurling, football gaélique, ainsi que le football traditionnel. On vient de parler du coup de l'histoire du rugby à 15 en Irlande. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de quelques joueurs emblématiques ? Oui, il y a eu bon nombre de grands joueurs guerriers avec ce maillot vert frappé. Donc, j'en oublierai, et ils m'en excuseront, c'est pas une injure. Entre autres, et sans ordre de date, on se rappellera du trois quarts centre Mike Gibson, 69 caps, le redoutable pilier John Hayes, qui est à 94 caps, l'inoubliable Tom Kiernan, grand arrière des années 60-70 à 54 caps, John McBride, les deuxièmes lignes qu'aimait fréquenter Jeff, entre 72 et 73. Peut-être l'as-tu croisé, non, Jeff McBride? Oui, j'ai joué contre lui, oui. Et vous êtes partis en vacances ensemble ou pas, Jeff? Alors, tu vois, j'ai été invité une année par Heineken, à l'époque, où je te parlais il y a un moment, et on était dans un hôtel, un truc énorme, et on avait visité une usine de whisky, je suis tombé sur lui. Eh ben, t'es mal tombé pour une fois. Je crois que le pauvre, ça fait 2 ans qu'il est décédé, je crois. Paix à son âme, ce grand McBride. Il a eu une grande maladie, je crois, mais la visite de l'usine de whisky était pas mal. Oui, non, mais il faut faire travailler l'industrie, tu as raison. 30 ans après, Landos Road, c'était pas mal. On va poursuivre paix à l'âme de McBride avec un nom qui sonne fort. Le solide pilier Sidney Millard, 35 caps. Le bien connu stratège et caractériel de notre top 14, Ronan O'Gara, qui est à 128 caps, le fameux numéro 10. Un des meilleurs centres de tous les temps, avec notre inoxydable Philippe Sella, Brian O'Driscoll. Henri, ça te parle tous ces noms-là? Je vais en ajouter quelques-uns après. Oui, bien sûr, mais je n'ai pas eu la malchance de Jean-François Hébernon. Moi, je ne les ai pas rencontrés, tandis que Jean-François, il a eu l'occasion de voir ce que t'es un Irlandais quand même, voilà, ce que ça vaut, quoi. Voilà. Parce que comme dit l'autre, au rugby on se croise, mais avec Jeff et McBride, ils se rencontraient des fois, oui. Non. Mais c'était une rencontre, hein. L'air était vivifiant à Landos Road. Alors, de temps en temps, une petite gifle, ça remettait les idées en place, quoi. Mais non, mais c'était forcé dans la pratique. Et le fameux docteur Kennedy, le numéro 2, ça c'était un soldat, ça, je vous dis rien que celui-là, fallait se le farcir, hein. Dont il avait la morsure, paraît-il, comme arme fatale. Il mordait les oreilles de Turner. Il a essayé, mais il n'est pas arrivé quand même. Après, good game, il m'avait dit, good game. T'avais les oreilles trop hautes, Jean-François. Non, oui. Non, mais... Bon, on continuera par l'élégantissime Fergus Slattery, très très beau et très belle efficace, 3e ligne, 61 caps. Le facétieux talonneur Keith Wood, 58 caps, capitaine. Le rugueux, plus récemment, bien rouquin de son pays, et c'est pas pour le stigmatiser, le 2e ligne, Paul O'Connell, voilà. Et puis le talentueux et ténébreux numéro 10, John Sexton, à 118 caps, qui a fait un petit tour par Paris au Racing. J'en oublie d'autres et ils voudraient bien m'en excuser, bien entendu. C'est une grande nation du rugby que l'Irlande, bien sûr. Merci pour ce retour sur l'Irlande. En tout cas, maintenant la parole vous est donnée, mes deux compères, pour nous parler un peu de ce match. Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait une grosse critique sur la stratégie d'équipe de Galtier. Et finalement, j'ai envie
envie de dire aujourd'hui, il a quand même réussi son coup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À toi, écoute. À toi, Henri. Moi, je trouve on parle beaucoup trop de cette histoire de 7-1. Je ne vois pas trop la différence avec le 6-2. Moi, je pense que c'est pas là qu'on a gagné le match. On a gagné le match d'abord dans la première demi-heure avec une défense extraordinaire. On les a crevés en défense. Après, bien entendu, bon, il y a eu des changements, mais c'est pas parce qu'il y avait 7-1. D'abord le 7-1, c'est pas nous qui l'avons inventé, la prise de décision est fait avant. Bon, tout le monde s'extasie sur le 7-1 parce que tout le monde avait tellement peur que ça soit une erreur stratégique de Galtier que finalement, comme ça a réussi, on dit bon, mais ça y est, c'est le 7-1, etc. Moi, le problème n'a pas été là, quoi. Le problème, c'est une équipe d'Irlande pour moi quand même qui est un peu usée. Attention, la victoire de l'équipe de France, je la remets pas en cause. Le score super, la domination, le jeu, mais ce n'est pas parce qu'on a fait du 7-1 qu'on a gagné ce match, quoi. Voilà, pour moi, quoi. Voilà. C'est la qualité de nos joueurs, c'est la qualité de notre championnat devant une équipe irlandaise qui est en train d'être usée quand même. Et on s'est aperçu que certains éléments, petit à petit, ça baisse, c'est normal. Et après, on a parlé tout à l'heure de Sexton. Sexton n'a bien sûr pas été remplacé. Ils ont beaucoup de mal à trouver à ce poste de demi d'ouverture. Tu as cité tout à l'heure les chiffres des licenciés irlandais. On compare quand même avec nos 400 000 à nous. Je pense que le vivier français est absolument largement supérieur au vivier irlandais. Jusqu'à maintenant, ils avaient réussi, ils avaient une génération exceptionnelle. Et bon, ils ont vraiment beaucoup de mal à la renouveler, quoi. Voilà, ce que je pense. Voilà. Mais il n'est pas question, bien sûr, de remettre en bas le succès de nos corps, quoi. Ça a été très bien fait, ça a été bien travaillé, c'était super. Il y a comme le problème, bien sûr, de la blessure, on va y revenir, d'Antoine, qui est la note noire de ce week-end, quoi. Alors justement, Jean-François, par rapport à ce qu'on a vu sur ce match, et puis en même temps cette blessure, est-ce que vous pensez tous les deux qu'il y a véritablement une agression, une faute de la part de l'Irlandais? Moi, je pense qu'il y a faute, oui, c'est clair. Parce que, je sais pas si vous remarquez, même quand vous regardez le Munster jouer, l'Irlandais, il rentre pas bien de face, il rentre toujours pas côté, et il repousse de l'autre côté du rep. Et voilà, alors le problème, si vous prenez l'action que Antoine se fait mal, si le second de ligne, il arrive en face, Antoine, il le dégage, et Antoine aurait pas été blessé s'il le prend en face. Mais là, il le prend par côté. Mais c'est normal qu'il lui fasse mal. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec ce rugby qui va hyper vite, où c'est vachement costaud, où c'est vachement préparé, il faut protéger les joueurs. Alors pourquoi pour certains il y a des sanctions et pour d'autres non. Enfin, moi ça m'énerve et après parce que moi je retiendrai de quoi de ce match, cet esprit d'équipe, c'était moi je me suis retrouvé quelque part. Attention, je veux pas comparer le rugby qu'on a fait et celui d'aujourd'hui, mais dans l'état d'esprit, voilà, il pouvait rien leur arriver samedi. Il pouvait rien leur arriver parce qu'ils étaient tous liés par la même envie, la même ambition de vouloir tuer du vert et de gagner ce match. On a vu que dès qu'ils accéléraient aussi, ça a été, on a vraiment des joueurs. Après, c'est sûr. Après, on a des joueurs tellement fabuleux, tellement techniques et rapides et coquins et tout. Le reste est fait. Et je rejoindrai Henri où je trouve que quand même l'Irlande au jour d'aujourd'hui, ils auront du mal parce qu'il y a quelques éléments là-dedans qui sont au bout du rouleau, enfin qu'ils arrivent en fin de carrière et ça va être dur de les renouveler. Dis Jeff, une question, grand spécialiste que tu es de la deuxième ligne, même si les temps ont changé. Qu'est-ce que tu penses du stratosphérique flamand, l'exemplaire qu'il est de discipline, de sang-froid, de technicité, et de ce fait qu'il accompagne un Guillard qui est tout neuf et qui ont excellé à ses postes de 4 et 5 à la Viva Stadium, Jeff? Oui, c'est sûr que Flamand, il est impressionnant. Mais voilà, quand on parle de technique, de qualité de jeu, de qualité de regroupement, voilà, c'est un mec il faut le regarder jouer, c'est un bonheur. Et je suis sûr que avec ce Guillard là, qui vraiment il est surprenant et quel bel élément. Et je crois que quand tu l'as dedans et que tu es autour Antonio, Flamand, Cross,
Aldrit, et que tu es entouré de tout ça, mais tu as envie de, mais tu risques. Et en plus, ces qualités qu'il a, ce jeune. Bon, voilà, c'est encore, comme disait Aldrit tout à l'heure, le marque de la formation française, je crois, voilà. Et le bonheur qu'on a aujourd'hui d'avoir des joueurs neufs et pleins de talent. Alors, je vais vous poser la question à tous les trois pour conclure cette belle chronique. Vos pronostics pour la fin de ce tournoi face à l'Écosse? À toi, Henri. Eh bien, je vois pas comment on ne gagnera pas. Je vois pas parce que on va certainement rééditer. On fait de très bons matchs. Je crois qu'il y a eu un petit peu en Angleterre, mais on a un potentiel énorme. On s'en aperçoit, on remplace des joueurs. Il y en a des jeunes qui arrivent. Tu parles de Guillard, bien sûr. Flamand, on connaissait déjà, mais Guillard, vraiment, c'est super. Et bon, on s'est aperçu enfin que Lucu était pas si mauvais que ça. Mon regret, bien sûr, puisqu'il est quand même, il a quand même été formé à Auch. C'est la blessure d'Antoine, je crois. On est quand même très peu pour Antoine parce que c'est un joueur formidable. Il y a beaucoup de jeunes qui actuellement ont choisi parce qu'Antoine est un exemple extraordinaire de ce sport, quoi. Voilà. Et c'est vraiment le seul problème qu'on ait, mais qui est quand même un problème d'importance, quoi. Même si on sait que derrière, il y a les remplaçants, ils l'ont montré. On a un vivier fantastique, quand même, à l'heure actuelle. Mais si on n'est pas champion du monde la prochaine fois, c'est qu'on n'aura pas su négocier un petit peu, on n'aura pas su mettre en valeur ce vivier. Actuellement, je vois pas, je crois qu'on est le meilleur du monde, sincèrement, et c'est pas un cocorico, voilà, c'est parce que je le pense. Henri, et c'est grâce aux éducateurs, tu l'as dit Jean-François tout à l'heure, c'est grâce aux formidables éducateurs que le rugby compte en serrant. Moi j'aurais la chance et je soutiens la France et je pense qu'on devrait gagner, mais j'adore l'Écosse, c'est la nation que j'aime voir jouer et j'ai la chance, j'y serai et doublement. La dernière fois que j'y étais, on avait perdu à Paris, donc je voudrais pas être le chat noir et si on est mené à la mi-temps, je partirai, je vous le promets. Ça t'a bien ce rôle de chat noir à toi. Tu as la chance de pas être à côté de moi, Jean-François, mais j'apprécie pour moi c'est une flatterie, j'apprécie quand tu me fais mal. Bon, vos pronostics, messieurs, parce que... Ouais, on va gagner, mais moi ce que je veux c'est la manière, il faut encore appuyer fort pour aller chercher quelque chose, cette Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Et Jean-François, restons prudents, restons humbles, il n'y a rien de fait. Très très bien. Antoine va nous manquer, croyez-moi. C'est pas pour enlever le péjoratif à Lucu, parce que moi, rien que Lucu contre nous à Perpignan le samedi, c'est lui qui nous a tués. Mais voilà, c'est pas pour enlever les qualités de Lucu, mais Antoine va nous manquer. Et voilà, alors restons prudents et humbles. Il n'y a rien de fait, il faudra rééditer ce que nous avons fait à Landon-Jourde. Et là, si on réédite le même état d'esprit, la même combativité, la même humilité, la même envie de gagner tous ensemble, là on gagnera. Mais soyons humbles et soyons prudents. On va retenir cette dernière parole du grand sage. Merci à tous pour ce rendez-vous qu'on apprécie donc toutes ces semaines. On se retrouve donc dans une semaine pour parler justement de ce France-Écosse et puis en espérant la victoire et de ce tournoi Destination. Merci à vous tous. C'est la fin du match et tout de suite l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 91e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Et oui, donc du jeudi 6 au dimanche 19 mars, la suite du tournoi Masters d'Indian Wells aux États-Unis. Du lundi 10 au dimanche 16 mars, il y aura du cyclisme avec la Tirreno Adriatico World Tour, la course des deux mers, course cycliste à étape italienne. Du mardi 11 au mercredi 12 mars, ski cross avec la Coupe du Monde à Livigno en Italie sur la piste des JO de 2026. Le mardi 11 mars, du football avec les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Liverpool affrontera le Paris Saint-Germain. Et en basket, homme, pour la 4e journée de Ligue des Champions, Nanterre affrontera Limbourg. Mercredi 12 mars, suite des huitièmes de finale en football de la Ligue des Champions avec le match Lille contre Dortmund.
Le jeudi 13 mars du football avec les huitièmes de finale aller de Ligue Europa. Lyon affrontera Bucarest. En biathlon, il y aura la Coupe du Monde individuelle féminine en Slovénie. Du basket avec l'Euroleague Homme 29e journée où Fenerbahçe affrontera Lasvel. Zalgiris Kaunas recevra Paris. Maccabi Tel Aviv recevra Monaco. Et en ski alpin pour la Coupe du Monde féminine, il y aura la descente à la Tuile en Italie. Du lundi 13 au 16 mars, patinage de vitesse avec les championnats du monde en simple distance à Hamar en Norvège. Le vendredi 14 mars du biathlon avec la Coupe du Monde individuelle homme en Slovénie, du ski alpin avec la Coupe du Monde féminine et le Super G à la Tuile en Italie, et enfin du basket homme avec la Nationale 1 où Boulogne-sur-Mer recevra Toulouse. Du mercredi 14 au 16 mars avec du short track, les championnats du monde à Pékin en Chine. Le samedi 15 mars, il y aura du rugby avec le tournoi Destination et la 5e journée. L'Italie affrontera l'Irlande, le Pays de Galles jouera à domicile contre l'Angleterre et la France recevra l'Écosse. En voile, il y aura le Grand Prix de Los Angeles aux États-Unis. Il y aura également du biathlon avec la Coupe du Monde relais mix et relais mix simple en Slovénie, de la MotoGP avec les qualifications et sprint Grand Prix d'Argentine à Termas de Rio Hondo, du ski alpin. Il y aura la Coupe du Monde homme avec le slalom géant en Norvège et la Coupe du Monde femme de Super G à la Tuile en Italie. Du lundi 15 au 16 mars, Grand Prix à Los Angeles en voile. On va retrouver notre équipe de France. Et enfin, pour conclure cet agenda de la semaine, le dimanche 16 mars, il y aura du football avec la 26e journée de Ligue 1 où Montpellier recevra Saint-Etienne. Strasbourg jouera face à Toulouse. En football féminin, il a marqué ma première ligue pour la 17e journée. Montpellier recevra Saint-Etienne. En biathlon, il y aura également la Coupe du Monde et la Mastart en Slovénie. Du cyclisme féminin avec la 48e édition du Trofeo Alfredo Binda, World Tour féminin à Sitiglio en Italie. Il y aura également de l'auto Formule 1 avec le Grand Prix d'Australie à Melbourne, de la MotoGP avec la course Grand Prix d'Argentine à Termas de Rio Hondo et du ski alpin avec la Coupe du Monde homme de slalom à Avgel en Norvège. Voilà pour les résultats, et au programme de la semaine prochaine, nous mettrons à l'honneur le Toulouse-Blagnac Hockey Club, un acteur incontournable du hockey sur glace en Occitanie. Avec nous pour en parler, Michel Guilloux, président de la Ligue Occitanie sur hockey sur glace et du Toulouse-Blagnac Hockey Club, ainsi que Gérard Barthes de Montméjean, vice-président du club. Ensemble, ils nous feront découvrir l'univers des Belugas, cette équipe au nom évocateur qui porte fièrement les couleurs de la région dans le championnat de France de Division 2. Nous évoquons également le rôle essentiel de la Ligue Occitanie de hockey sur glace dans la promotion et le développement de ce sport en pleine expansion, des écoles de hockey aux compétitions élites, une immersion passionnante dans le monde du hockey sur glace où formation, performance et esprit collectif sont les maîtres mots. En deuxième mi-temps, nous aborderons un sujet essentiel mais souvent méconnu, la reconversion des athlètes. Après avoir consacré des années à la pratique de leur sport, de nombreux sportifs se retrouvent face à une nouvelle étape de leur vie, celle de la transition vers une nouvelle carrière professionnelle. Mais comment faire pour se réinventer après une carrière sportive ? Comment valoriser ses compétences acquises sur le terrain dans le monde de l'entreprise ? Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Mélanie Revella, coach spécialisée dans la reconversion des athlètes et fondatrice de l'accompagnement reconversion gagnante. Avec son approche sur mesure, elle aide les sportifs à transformer cette transition en véritable victoire. Mélanie nous expliquera les étapes clés de son accompagnement, partagera son expertise et ses conseils pour permettre aux athlètes de retrouver un métier qui les passionne autant que leur sport. Alors retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission passionnante en perspective. C'est la fin du match de cette 91e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Germain Ribert-Pré, Jonathan Le Breton, Michel Rollin, Guillaume Mabran, Jean-François Imbernon, Henri Broncan et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à tous nos partenaires LG Consultant et Semperconnect pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.